Voyons tout d'abord les mécanismes de correction immédiate. Un mécanisme qui serait très intéressant s'il existait chez les mammifères supérieurs, et en particulier chez l'homme, est celui des photolyases. En effet, les photolyases sont des enzymes qui sont capables de reconnaître, par exemple, les dimères de thymine et d'être eux-mêmes activés par la lumière pour éliminer ces dimères de thymine. Donc ceci est effectivement quelque chose qui serait très intéressant. Malheureusement, l'être humain en est dépourvu et il est donc, je dirais, contraint d'utiliser des crèmes antisolaires pour se prévenir au maximum ou d'éviter une exposition intempestive. Par contre, nous avons d'autres systèmes enzymatiques qui peuvent agir en première ligne. Il existe par exemple certains enzymes qui vont directement pouvoir éliminer certaines modifications chimiques des nucléotides, telles que par exemple une méthylation de certaines bases. Enfin, au niveau de la correction immédiate, on peut situer l'activité de correction immédiate des polymérases. Nous avions vu que certaines polymérases avaient une activité de type exonucléase, c'est-à-dire qui étaient capables éventuellement de digérer l'ADN à son extrémité. Et nous allons voir que cette activité exonucléase peut se révéler extrêmement précieuse lors d'une mauvaise incorporation d'une base. En effet, on s'est aperçu que, naturellement, le taux d'erreur d'incorporation des nucléotides par les polymérases est de l'ordre d'une mauvaise incorporation pour 10 000 bases incorporées. Or, lorsque l'on regarde le nombre de mauvaises incorporations au niveau du produit final de l'ADN, on s'aperçoit que ce taux de mauvaise incorporation est plutôt de l'ordre de 1 pour 100 millions. C'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène, je dirais, d'autocorrection permettant de passer de 1 sur 10 puissance 4 à 1 sur 10 puissance 8. Et ceci est dû simplement à cette faculté qu'ont certaines polymérases de pouvoir revenir en arrière. C'est en quelque sorte, lorsque la polymérase a incorporer une mauvaise base, elle va sentir effectivement que cette base n'est pas tout à fait à sa place, elle va donc revenir en arrière d'un cran, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir éliminer la liaison phosphodiester entre le dernier nucléotide qu'elle a incorporé et le précédent, éliminer le mauvais nucléotide et bien sûr à nouveau piocher dans le panel des différents nucléotides à sa disposition le bon nucléotide pour maintenant le mettre à la bonne place. Les systèmes de réparation secondaire, donc, qui vont faire appel à ces systèmes plus spécialisés, excision de base, excision de nucléotides, correction des mésappariements ou correction des cassures, sont donc plus compliqués. Nous allons donc maintenant nous y intéresser d'un peu plus près. Voyons tout d'abord le premier, réparation par excision de base. Ici, ce qui se passe, c'est que nous allons avoir une reconnaissance de la base modifiée. Supposons donc que dans ce double brin, la molécule figurée en rouge ici est effectivement une base modifiée, c'est-à-dire qu'elle a, elle a réagi avec un produit, par exemple, génotoxique. La première phase va être une phase de reconnaissance. Un système enzymatique formé par un certain nombre d'enzymes, en particulier par une glycosylase, va venir reconnaître cette base et couper la liaison entre la base et le sucre. Cette liaison, donc, que nous avons vue de type N-glycosidique. Nous avons donc maintenant une molécule d'ADN dans laquelle la base a été supprimée. La deuxième partie de cette réparation par excision de base va consister curieusement à venir couper maintenant de part et d'autre de l'endroit où la base a été enlevée, c'est-à-dire qu'on va couper des deux liaisons phosphodiester de part et d'autre, et on va même très souvent, le système enzymatique tout au moins, vont même très souvent écarter, augmenter le trou en quelque sorte, un peu comme un chirurgien débriderait une plaie de manière à bien nettoyer le bord de cette plaie. Et nous avons donc deux systèmes de réparation qui vont ensuite se mettre en place. Un qui est celui de la réparation dit de short patch, c'est-à-dire sur petite distance, qui implique une ADN polymérase particulière, ainsi que d'autres facteurs, ou un deuxième système qui est celui de la réparation long patch, qui implique d'autres ADN polymérases et d'autres facteurs. Donc ces deux systèmes vont pouvoir permettre, bien évidemment, de reconstituer le brin complémentaire qui a été endommagé, de manière à le rendre identique à ce qu'il était au départ. La dernière étape, bien sûr, sera toujours une étape de ligation, de manière à rendre continu le brin qui vient donc d'être réparé. Le mécanisme de réparation par excision de nucléotides a une spécificité plus large que le mécanisme d'excision de base. Il réparera des lésions de nature très diverses, très souvent des lésions encombrantes d'origine exogène, n'affectant qu'un seul des deux brins. Le mécanisme général
de réparation par excision de nucléotides, ou GGR en abrégé, débute par une phase de reconnaissance, suivie de l'ouverture du double brin et d'une excision de part et d'autre du nucléotide lésé par le complexe excinucléase. Dans un second temps, il y aura une synthèse réparatrice pour reconstituer le fragment d'ADN excisé et, pour finir, une étape de ligation pour assurer la continuité du brin d'ADN réparé. Le xéroderma pigmentosum est une maladie très sévère, caractérisée par une hypersensibilité aux ultraviolets. Les patients atteints ont une probabilité 1000 fois supérieure à celle de la population générale de développer un cancer de la peau. Cette maladie est causée par un déficit des différents gènes XP. On classe les patients en 8 groupes, appelés groupes de complémentation, en fonction des gènes XP déficients. Il arrive parfois que ce mécanisme de réparation par excision de nucléotides soit couplé à la transcription. Il semble en effet avantageux pour la cellule de réparer en priorité les brins d'ADN qui sont utilisés pour la synthèse de l'ARN, qui est la forme d'expression du message génétique. Dans ce cas, la première étape sera une reconnaissance de la lésion située sur un brin en cours de transcription. Il y a formation d'un complexe de réparation multiprotéines avec pause de la transcription. Il y aura ensuite réparation avec mise en œuvre des facteurs protéiques responsables de la réparation par excision de nucléotides classiques. Après une synthèse réparatrice et une étape de ligation, il y aura reprise de la transcription une fois le brin réparé. Il arrive fréquemment que l'ADN puisse être cassé, c'est-à-dire que nous avons affaire à une molécule bien sûr qui est fragile et ténue, et il peut s'avérer que les deux brins puissent être cassés, et il va donc être important bien évidemment de pouvoir les rabouter de façon à rendre ces deux brins, ces deux molécules, je dirais, continues à nouveau et permettre leur expression. On connaît deux grands mécanismes de réparation des cassures, double brin. Le premier fait appel à un système de raboutage impliquant de nombreuses protéines. Nous ne retiendrons pas le nom de toutes ces protéines, mais c'est un système assez sophistiqué où on aura d'abord reconnaissance des extrémités cassées par les différentes protéines, qui ensuite pourront se recruter de manière, je dirais, coordonnée pour rapprocher les deux extrémités. Et bien évidemment, la dernière étape sera une étape à nouveau de ligation permettant donc de souder les deux simples brins pour reconstituer un double brin intègre. Le deuxième mécanisme pour réparer les cassures est un mécanisme qui fait appel à un phénomène de recombinaison dont nous parlerons un peu plus tard, et qui permettra donc, par homologie entre les séquences, de pouvoir effectivement les rapprocher, en particulier lorsque nous avons une deuxième séquence complémentaire relativement proche, et qui permettra donc de reconstituer à nouveau donc deux brins intègres. La réparation des éventuels mésappariements fera appel à un mécanisme spécifique qui a été découvert dans un premier temps chez les bactéries. Chez l'homme, la présence d'un mésappariement entre bases sera tout d'abord reconnue par un complexe impliquant les protéines MSH. Une fois le complexe de reconnaissance fixé, il y aura recrutement de facteurs supplémentaires comme les protéines MLH1 ou PMS2, impliquées dans l'ouverture de la double hélice et le clivage du brin lésé. Après déplacement du complexe formé, l'intervention d'une exonucléase sera suivie d'une resynthèse du brin manquant par l'ADN polymérase delta avant que la réparation ne soit terminée par une ligase. À noter que les premières étapes de cette réparation nécessitent de l'énergie. L'importance de ce système de réparation est illustrée par le fait que des mutations des gènes MLH1 ou MSH2, par exemple, sont la cause de formes héréditaires de cancer du côlon non polyposique chez l'homme. On estime ainsi qu'il y a environ 1000 nouveaux cas de cancer du côlon
due à des mutations du système MMR chaque année en France. La découverte d'un 8e groupe de complémentation chez les patients atteints de Xeroderma pigmentosum a permis d'identifier un nouveau groupe de polymérases capable de réaliser une synthèse translésionnelle de l'ADN, les polymérases iota et ta et kappa. Ces ADN polymérases, qui n'ont pas d'activité de correction propre, sont cependant capables de permettre à la réplication de se réaliser, même en présence de lésions. Cette propriété permet ainsi d'éviter un arrêt du cycle cellulaire par suite d'un arrêt de la réplication qui serait dû à l'impossibilité pour la plupart des polymérases de pouvoir répliquer un brin endommagé. La mise en œuvre de ces polymérases est sujette à une régulation impliquant des modifications post-traductionnelles de la protéine PCNA, PCNA pour Proliferating Cell Nuclear Antigen. La lésion est réparée dans un deuxième temps selon un mécanisme dit post-réplicatif. Ainsi que je l'ai déjà évoqué pour les systèmes de réparation par excision de nucléotides ou pour le MMR, des altérations des systèmes de réparation causées par des mutations de l'une des protéines impliquées sont responsables de nombreuses maladies et tout particulièrement de pathologies cancéreuses. De manière paradoxale, la trop grande efficacité des systèmes de réparation dans certaines cellules peut se révéler être un facteur de résistance vis-à-vis de certains médicaments anticancéreux. Ainsi, le temozolomide est un anticancéreux utilisé dans le traitement des glioblastomes multiformes de stade avancé. Le temozolomide est capable d'endommager l'ADN des cellules tumorales en le méthylant et par là de conduire à leur mort. Certaines cellules tumorales sont malheureusement capables de produire un enzyme, la méthylguanine méthyltransférase, dont nous avons déjà parlé lors des mécanismes de réparation immédiate, méthylguanine transférase, capable de réparer ces méthylations, diminuant ainsi l'efficacité du médicament anticancéreux temozolomide.
Les SNPs ou SNP sont des polymorphismes singuliers de nucléotides. Ce sont des variations qui affectent un seul nucléotide dans une séquence donnée. Les SNPs ou SNP sont des polymorphismes singuliers de nucléotides. Ce sont des variations qui affectent un seul nucléotide dans une séquence donnée. Les SNPs ou SNP sont des polymorphismes singuliers de nucléotides. Ce sont des variations qui affectent un seul nucléotide dans une séquence donnée. Les SNPs ou SNP sont des polymorphismes singuliers de nucléotides. Ce sont des variations qui affectent un seul nucléotide dans une séquence donnée. Les SNPs ou SNP sont des polymorphismes singuliers de nucléotides. Ce sont des variations qui affectent un seul nucléotide dans une séquence donnée. Les SNPs, les microsatellites, sont des polymorphismes formés de répétitions. Ils appartiennent à la famille des ADN répétés en tandem. Avec les mini-satellites, dont nous reparlerons juste après, ils forment un groupe appelé VNTR pour répétition en tandem de nombres variables. Les microsatellites sont des répétitions de motifs de 2, 3 ou 4 nucléotides, que l'on appelle également des motifs di-, tri- ou tétranucléotides. On en trouve environ 50 000 répartis sur l'ensemble des chromosomes. Lorsque l'on considère un microsatellite particulier dans une cellule diploïde, il est défini par les 2 allèles portés par chacun des chromosomes. Le nombre de répétitions retrouvées dans chacun des allèles peut être identique ou différer d'une ou quelques unités. Au sein d'une population, le nombre d'allèles pour un microsatellite particulier est généralement compris entre 2 et une dizaine, cette diversité définissant l'informativité du microsatellite. Le nombre de répétitions varie suivant le microsatellite analysé et est une de ses caractéristiques. Les microsatellites sont des polymorphismes formés de répétitions. Ils appartiennent à la famille des ADN répétés en tandem. Avec les mini-satellites, dont nous reparlerons juste après, ils forment un groupe appelé VNTR pour répétition en tandem de nombres variables. Les microsatellites sont des répétitions de motifs de 2, 3 ou 4 nucléotides, que l'on appelle également des motifs di-, tri- ou tétranucléotides. On en trouve environ 50 000 répartis. Les mini-satellites sont des polymorphismes qui appartiennent eux aussi à la grande famille des ADN répétés en tandem. Ce sont des répétitions de motifs d'une à quelques dizaines de nucléotides, souvent riches en guanine et en cytosine. Les mini-satellites sont des polymorphismes qui appartiennent eux aussi à la grande famille des ADN répétés en tandem. Ce sont des répétitions de motifs d'une à quelques dizaines de nucléotides, souvent riches en guanine et en cytosine. Les mini-satellites sont des polymorphismes qui appartiennent eux aussi à la grande famille des ADN répétés en tandem. Ce sont des répétitions de motifs d'une à quelques dizaines de nucléotides, souvent riches en guanine et en cytosine.
Les mini-satellites sont des polymorphismes qui appartiennent eux aussi à la grande famille des ADN répétés en tandem. Ce sont des répétitions de motifs d'une à quelques dizaines de nucléotides, souvent riches en guanine et en cytosine. La variabilité du nombre de copies d'un gène désigne une forme de polymorphisme dans lequel le nombre de copies d'un même gène dans le génome peut varier entre individus de la même espèce. La variabilité du nombre de copies d'un gène désigne une forme de polymorphisme dans lequel le nombre de copies d'un même gène dans le génome peut varier entre individus de la même espèce. La variabilité du nombre de copies d'un gène désigne une forme de polymorphisme dans lequel le nombre de copies d'un même gène dans le génome peut varier entre individus de la même espèce. La variabilité du nombre de copies d'un gène désigne une forme de polymorphisme dans lequel le nombre de copies d'un même gène dans le génome peut varier entre individus de la même espèce. La variabilité du nombre de copies d'un gène désigne une forme de polymorphisme dans lequel le nombre de copies d'un même gène dans le génome peut varier entre individus de la même espèce. La variabilité du nombre de copies d'un gène désigne une forme de polymorphisme dans lequel le nombre de copies d'un même gène dans le génome peut varier entre individus de la même espèce. La variabilité du nombre de copies d'un gène désigne une forme de polymorphisme dans lequel le nombre de copies d'un même gène dans le génome peut varier entre individus de la même espèce. La variabilité du nombre de copies d'un gène désigne une forme de polymorphisme La structure formée ressemble à la lettre grecque chi et porte le nom de jonction de Holliday. La résolution de cette structure de Holliday va permettre d'expliquer comment une recombinaison entre les deux doubles brins d'ADN, grand A, grand B, et petit a, petit b peut survenir. Pour cela, il nous faut faire un petit exercice de représentation dans l'espace de cette jonction d'Holliday. Imaginons que nous fassions subir une rotation de 180 degrés sur lui-même au brin grand A, grand B, pour obtenir une structure dépliée de cette jonction. Cette structure dépliée peut maintenant être clivée selon deux plans, soit dans le plan oblique, soit dans le plan horizontal. Dans le cas d'un clivage dans le plan horizontal, le raboutage des deux simples brins clivés aboutira aux deux doubles brins tels que figurés dans le schéma. On constate que dans cette condition,
On constate que dans ces conditions, tout ce que l'on a obtenu n'est qu'un échange très limité entre deux des brins de notre ADN. Si par contre la coupure se fait dans le plan oblique, le raboutage des deux simples brins clivés va aboutir à deux nouveaux doubles brins qui auront échangé leur extrémité. On parle alors d'ADN recombiné, c'est-à-dire d'un ADN dans lequel sera survenu un réassortiment des caractères. En effet, maintenant, grand A, par exemple, est associé à petit b, et grand B est associé à petit a. Chez les eucaryotes, le mécanisme de recombinaison est très voisin de celui que nous venons de décrire chez la bactérie. Les principales différences portent sur l'intervention d'un ensemble différent de protéines. Ils portent également sur la coupure totale de l'un des doubles brins et sur l'action d'une exonucléase. Tout ceci avant que ne se forme une double jonction d'Holliday. La résolution des deux jonctions d'Holliday, selon la double possibilité que nous avons évoquée auparavant, coupure verticale ou coupure horizontale, aboutira par exemple chez l'homme à la formation de chromosomes recombinés dans 10% des situations et à un simple échange de matériel partiel pour les 90% restants. Ce mécanisme de recombinaison homologue, lorsqu'il survient entre chromatides au moment de la méiose, est à l'origine d'un brassage des caractères au sein des populations. Le nombre d'événements de recombinaison a été estimé à en moyenne de 60 pour chacune des méioses impliquées. Je recommence. Le nombre d'événements de recombinaison a été estimé à en moyenne à 60 pour chacune des méioses impliquant les deux N chromosomes humains. Par ailleurs, ces recombinaisons ne surviennent pas de manière totalement aléatoire. On a en effet pu montrer l'existence de véritables points chauds de recombinaison ou, à l'inverse, de régions très stables. La caractérisation des recombinaisons avait permis à Thomas Morgan, un généticien américain, d'introduire la notion de distance génétique. En son honneur, l'unité de distance génétique est appelée le Morgan. On appelle distance génétique la distance séparant, par exemple, en termes de survenue de recombinaison, deux gènes donnés sur un chromosome. Cette distance est évaluée en mesurant le nombre de recombinaisons qui surviennent entre ces deux régions lors de l'analyse d'un grand nombre de méioses. Ainsi, une distance génétique dite de 0,1 Morgan entre deux gènes signifie que la probabilité qu'une recombinaison survienne entre ces deux gènes est de 10% à chaque méiose. Les phénomènes de recombinaison concernent généralement des séquences homologues du génome localisées dans le même domaine de deux chromosomes homologues par exemple. Dans la majorité des situations, la recombinaison sera dite équilibrée car la quantité de matériel échangé entre les deux molécules d'ADN sera identique. Par contre, un certain nombre de recombinaisons pourront se faire entre des séquences homologues ou très similaires situées à deux endroits différents dans le génome. Dans ce cas,
la quantité de matériel présent dans chacune des deux molécules d'ADN à la fin de la recombinaison peut être différente. On parle alors de recombinaison non équilibrée. Ce type de recombinaison est souvent associé à des maladies. Ainsi, une recombinaison non équilibrée entre les deux gènes du récepteur des lipoprotéines de faible densité, le récepteur OLDL, est à l'origine de formes familiales d'hypercholestérolémie. Le gène du récepteur LDL, dont on a vu vous parler dans le cours consacré aux lipides, est un gène caractérisé par la présence de deux séquences ALU, que nous avons déjà évoquées dans le chapitre 2 de ce cours. Ces deux séquences sont situées respectivement dans l'intron 1 et dans l'intron 8 du gène. La majorité des recombinaisons sont équilibrées et se font entre les deux séquences ALU de l'intron 1 ou entre les deux séquences ALU de l'intron 8. Il arrive cependant que la recombinaison se fasse entre la séquence ALU de l'intron 1 et celle de l'intron 8 des deux gènes localisés sur chacun des chromosomes 19, ou vice-versa. Il est évident qu'à la suite d'une recombinaison de ce type, les deux chromosomes recombinés porteront chacun un gène anormal, l'un comportant trop d'exons et l'autre en ayant perdu. Lorsqu'un individu sera porteur à l'état hétérozygote ou homozygote de l'un de ces gènes anormaux, il présentera un déficit de captation des lipoprotéines de faible densité par déficit en récepteur et il s'ensuivra une augmentation du cholestérol circulant avec tous les risques associés. Les mécanismes de recombinaison sont, comme nous l'avons déjà vu, également impliqués dans les mécanismes de réparation, en particulier dans les cassures double brin ou lors de l'apparition de pontage entre brins. Il peut arriver que la recombinaison survienne entre séquences homologues situées sur la même molécule d'ADN lors d'un repliement. À nouveau, la résolution de la structure de recombinaison peut conduire soit à une recombinaison vraie, avec élimination d'un petit fragment d'ADN, soit un échange partiel de matériel entre les deux régions homologues. Ce type de recombinaison spécialisée est à l'origine de la diversité des immunoglobulines nécessaires à la reconnaissance des nombreux antigènes auxquels est confronté l'organisme. Ces immunoglobulines vont en effet former les anticorps essentiels à la défense immunitaire de l'organisme. On estime à plusieurs centaines de milliers le nombre d'antigènes auxquels nous pouvons être confrontés. S'il fallait un gène pour chacun des anticorps, cela signifierait qu'il faudrait plusieurs centaines de milliers de gènes dans notre génome. Or, nous savons que le nombre total de gènes contenus dans le noyau de nos cellules n'excède pas le chiffre de 25 000. Une des réponses à ce problème est apportée par les mécanismes de recombinaison qui surviennent dans les gènes qui codent pour les immunoglobulines. Comme vous avez déjà dû le voir, une immunoglobuline est formée de l'association de deux chaînes protéiques, dites chaînes lourdes, et de deux chaînes protéiques dites chaînes légères. Par ailleurs, les chaînes légères, par exemple, sont formées de trois parties, une partie dite variable, une partie dite de jonction et une partie constante. Enfin, nous savons que les anticorps sont produits par les lymphocytes et qu'un lymphocyte donné ne produira qu'un seul type d'anticorps. Voyons donc comment cela peut se passer dans une cellule à l'aide de l'exemple de la synthèse des chaînes légères de type kappa. Les séquences du gène de la chaîne légère kappa sont localisées sur le chromosome numéro 2. Elles comportent environ 40 motifs pouvant spécifier les domaines variables, 5 motifs
pouvant spécifier les domaines de jonction et un motif pour le domaine constant. En avant et en arrière de ces différents motifs, on trouve de courtes séquences homologues, figurées dans le schéma en orange et en bleu. Il va se produire dans chaque lymphocyte un réarrangement par recombinaison entre les différentes petites séquences homologues, ce qui fait que, statistiquement, toutes les combinaisons entre les séquences variables de jonction et le domaine constant seront synthétisées. Ainsi, à l'aide d'un seul gène, de très nombreuses chaînes légères kappa peuvent être produites grâce à ce mécanisme de recombinaison.
À côté de ces transposons, il existe également dans le génome humain des éléments transposables appelés rétrotransposons. À côté de ces transposons, il existe également dans le génome humain des éléments transposables appelés rétrotransposons. À côté de ces transposons, il existe également dans le génome humain des éléments transposables appelés rétrotransposons. À côté de ces transposons, il existe également dans le génome humain des éléments transposables appelés rétrotransposons. À côté de ces transposons, il existe également dans le génome humain des éléments transposables appelés rétrotransposons. À côté de ces transposons, il existe également dans le génome humain des éléments transposables appelés rétrotransposons. À côté de ces transposons, il existe également dans le génome humain